Bonsoir tout le monde. Bienvenue à Salut, Personne n'en parle. Salut Dan. En fait, Personne n'en parle, c'est un podcast mis en ondes par Projet Caméléon qu'on a fondé en 2017. Et on est là pour vous parler de substances variées. On choisit une substance par semaine. Cette semaine, on a un sujet qui est de plus en plus d'actualité, je dirais, au niveau des drogues. C'est les benzodiazépines. Les benzodiazépines. Qu'est-ce que c'est ça, des benzodiazépines? Puis qu'est-ce que tu fais avec ton casque de poêle? Bien, une des indications, une des raisons pour lesquelles les gens aiment consommer les benzodiazépines, c'est que ça relaxe, ça calme. Casse l'anxiété. C'est pour du confort. OK. Donc j'ai trouvé que le chapeau de poêle était confortable. Donc, ça a l'air attrayant, les benzos. Oui, hein? Mais moi, j'ai mis des lunettes noires. Oui, pourquoi donc? Parce que autant les benzodiazépines peuvent vous mener dans un état de confort, ou même d'euphorie peut-être, ou de calme, autant ça peut vous mener au blackout. Si vous en prenez trop, donc un blackout, c'est un trou noir, hein, c'est vraiment une perte de mémoire qui ne vous reviendra jamais dans le futur. Là, si vous avez perdu des trous si vous avez fait des blackouts avec l'alcool, le GHB ou les benzos, ça reste des trous noirs pour tout le temps. Alors, les benzos, c'est très touché, c'est très dose dépendant. Ça dépend de chaque individu dans quel état il est quand il en prend. Mais comme Daniel le disait, c'est vrai qu'en médecine, c'est un médicament dont on se sert depuis plusieurs années, je dirais peut-être 50, 60 ans. Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'on prescrivait avant que les benzos existent? Pour calmer ou dormir? C'est très dangereux, d'ailleurs. On prescrivait... Marilyn Monroe, entre autres, est morte d'une surdose, apparemment, de cette classe de drogue-là. Je réfléchis. Est-ce que tu as vu le film Le Loup de Wall Street? Non. Avec Leonardo DiCaprio. T'as pas vu ça? Hey, c'est tellement un bon film. C'est quoi prescrivait avant les benzos? Des barbituriques. Comme? Okay? Le phénobarbital. En fait, dans le film de Leonardo DiCaprio, c'est le personnage principal, je me rappelle pas de son nom, mais il est accro à ces médicaments-là. Puis à un moment donné, il prend un barbiturique avant de prendre l'avion. Pendant le vol, blackout total, il devient complètement agité, il se met à zigner l'hôtesse de l'air, c'est vraiment fou. OK, fait que c'est pas la même chose que les benzos. Non, c'est pas la même chose que les benzos, mais je t'explique qu'est-ce qu'il y avait avant les benzos, les barbituriques. Lui, c'était du Quaalude. Donc, il prenait des Quaaludes. Puis quand il atterrisse, il se réveille tout attaché sur son siège, puis là, il se demande pourquoi il est attaché, puis là, les gens lui expliquent qu'est-ce qui s'est passé, puis il le croit même pas. Fait que les barbituriques, les benzos peuvent aussi faire des blackouts comme ça, mais les barbituriques, c'est que c'était dangereux de faire des surdoses mortelles. Benzo aussi, c'est possible. Mais je vais juste t'expliquer dans l'histoire. Donc, on parlait des barbituriques. Moi, j'ai jamais prescrit de barbituriques. Ça fait 20 ans que je pratique. Fait que on n'entend plus parler de ça. Non, on n'en entend plus parler, puis il n'y en a plus vraiment sur le marché. Qu'est-ce qui a remplacé ça? À l'époque, c'était le miracle. C'est la trouvaille de l'année. Les benzodiazépines. Le premier qui a été mis sur le marché, c'est le Librium. En fait, c'est un des premiers qui a été mis sur le marché. Puis, il y en a 13 commercialisés au Canada. OK. Puis, ça vise à quoi, là, les benzos? Là? Anxiété, crise de panique, avant une chirurgie, si tu arrives à l'urgence en choc, tu viens de faire un accident. Tu sais, quand on dit les gens sont en choc nerveux, on se sert des benzodiazépines. Donc, on en a besoin en médecine. C'est un calmant. Tu sais, on entend parler de ça. J'ai donné un calmant, j'ai reçu un calmant. C'est ça. Souvent, c'est des benzodiazépines. On s'en sert en anesthésie aussi. On va donner ça en anesthésie avec le fentanyl, Versed avec fentanyl pour faire des sédations conscientes. On s'en sert des fois, de moins en moins, heureusement, dans les troubles anxieux chroniques. Il y a des gens qui ont des troubles anxieux généralisés qui prennent des benzos 2 fois par jour depuis des années. Prescrit. Mais c'est quand même rare et non recommandé maintenant. On n'utilise pas ça, les benzos, aussi, pour calmer quelqu'un qui serait en psychose de speed, par exemple? Oui, mais en psychose, oui, on va en donner, mais qu'est-ce que ça prend pour calmer une psychose d'un antipsychotique? Les benzos, c'est pas des antipsychotiques. Mais c'est sûr que si on a quelqu'un en psychose, on peut, oui, lui donner de l'Ativan aussi, du Valium, ça va le calmer, mais ça ne cassera pas nécessairement une psychose. OK. Fait que tout ça pour dire qu'en médecine, on s'en sert en anxiété aiguë. Hein, ça peut calmer une crise de panique, des choses comme ça. Anxiété chronique, on essaie de pas prescrire ça à des jeunes, là, parce que c'est très addictif. Très difficile à arrêter. Je dirais que c'est même une des dépendances les plus longues, là, quasiment pire que les opioïdes. C'est vraiment quelque chose. Fait qu'il y a quelques exemples de benzodiazépines pharmaceutiques qu'on connaît? Je vais donner les noms commerciaux parce que c'est ça que les gens connaissent plus. L'Ativan, le Valium, le Cerax, le Xanax. On va reparler du Xanax, c'est sûr. Le Librium, le Restoril. Il y en a plusieurs. Il y en avait un qui était commercialisé dans les années 70, le Alcyon.
Si tu parles à un gars qui a fait 20 ans de prison, là, c'est sûr qu'il sait c'est quoi l'Alcyon. L'Alcyon, en fait, ça a l'air que c'était un benzo qui était extrêmement puissant, qui provoquait des... En fait, ça provoquait des amnésies antérogrades. Ça veut dire que les gens perdaient la notion du temps, faisaient des blackouts, puis ils n'avaient plus aucun souvenir de ce qui se passait après. Puis ça a été reconnu que cette molécule-là a amené des gens en prison, parce qu'il y a des gens qui ont fait des crimes sous l'effet de cette substance-là, puis qui se réveillaient au poste de police avec du sang, puis ils ne savaient même pas ce qu'ils ont fait. Donc, puis il y en a qui se sont buzzés beaucoup avec l'Alcyon aussi. Puis ça se prend toujours par la bouche? Oui, bien en fait, ça peut s'injecter aussi, les benzos, là, quand c'est pris de façon abusive. À l'urgence, on va donner ça intraveineux. Des fois, pour calmer, c'est efficace aussi pour calmer des crises d'épilepsie. Chez les enfants, entre autres, on va donner du Valium intraveineux, ça va calmer la crise. Une autre population, je pense, qui est bien affectée par les benzos, c'est les personnes âgées. Parce qu'avant d'avoir des somnifères peut-être moins addictifs, on prescrivait beaucoup de benzos. Moi, ma grand-mère, là, elle prenait son activant avant de se coucher. Elle appelait ça de l'activant. Puis si elle n'avait pas son activant, elle ne dormait pas. Mais elle l'a pris pendant des années, des années, des années, puis elle respectait la dose. Elle prenait toujours son 1 mg au coucher. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que les benzodiazépines sont la première cause de chute chez les personnes âgées la nuit. Parce qu'ils vont se lever, puis ça baisse la pression quand même, ça peut donner des étourdissements. Fait que là, ils se lèvent, ils sont un peu mêlés, ils s'en vont pour faire pipi, tombent à terre. Fait qu'ils peuvent se casser un poignet ou une épaule, ou une hanche même. Fait que les benzos pour dormir, c'est même pas un somnifère, en fait. C'est comme l'alcool, en fait. La molécule de benzo ressemble beaucoup à la molécule d'alcool au niveau chimique. C'est sûr, si tu bois une bouteille de vin, tu vas tomber endormi. Mais tu vas-tu bien dormir? Pas nécessairement, on a déjà parlé. Parce que ça joue sur les mêmes récepteurs sur lesquels l'alcool joue? Oui. Comme le GHB, d'ailleurs. Le GHB a aussi une molécule... Tu sais, GHB, alcool, benzo, là, on peut dire que c'est une famille, ça. Donc, à ne pas mélanger? Non, à ne pas mélanger. Tu sais, mettre un activant dans une bière, là, c'est pas une bonne idée. Parce que c'est quoi les risques? C'est la détresse respiratoire? Oui, il comme peut y avoir le GHB? Oui, il peut y avoir des arrêts respiratoires, détresse respiratoire, surtout si c'est mélangé avec un autre dépresseur. Blackout, hein, on le dit pas assez, mais les Xanax là, de rue, là, on va en parler, là. Mais blackout... il n'y a pas de détresse respiratoire liée au blackout? Non. Ben non. En fait, avant de faire une détresse respiratoire, tu vas avoir une intoxication. Fait qu'habituellement, les gens qui vont faire une détresse respiratoire, ils vont passer par un épisode d'intoxication avant. Là, ils sont pas comme « Ah, super, puis tout à coup, ils respirent plus. » là. Doc, j'ai chaud, j'enlève ça. Ah, je te le permets. Et je peux-tu voir tes yeux? Ah, ben je peux. Je viens de montrer mes yeux. Merci. Fait que tout ça pour dire que les benzos, c'est touché, c'est des médicaments dont on a besoin en médecine. Ah oui, j'ai oublié de te dire. On s'en sert aussi pour faire le sevrage de l'alcool et du GHB. Faut qu'on a besoin des benzos en médecine, comme la morphine. On ne lâchera jamais une fracture avec du Tylenol. Puis on va pas aussi se servir d'un benzo pharmaceutique pour faire un sevrage de benzo de rue? Oui. Oui, on peut faire ça. C'est juste que pendant que tu dis ça, ça me rappelle une patiente que j'ai eue il y a plusieurs années qui était dépendante au Rivotril. J'ai oublié de le nommer. Le Rivotril, c'est un benzo. Aussi? Okay. Puis ça se vend dans la rue. L'autre nom, c'est clonazepam. Elle prenait, mes amis... Écoute, moi, si je te donnais une dose de Rivotril pour te calmer, là, je te donnerais 0,5. Peut-être 1 mg, mais 0,5, ça devrait être correct. T'en prends pas, d'habitude, ça va faire effet. Ma patiente prenait 4 mg de Rivotril 4 fois par jour. Est-ce que tu réalises? Prescrit. Prescrit, OK. Prescrit. Si c'était prescrit. Oui, mais elle s'est ramassée dans un centre de désintox quelques années plus tard. Et sais-tu combien de temps ça a pris faire le sevrage? Oh mon Dieu, 2 ans. 8 ans. Ah! Mais elle a réussi. Wow. Il fallait y aller tellement doucement, il fallait baisser la dose doucement, 0,25 OK, à fait chaque parlons de 3 ça. mois. Dans le fond, quelqu'un... Bon, là, elle, c'était un benzo qui était prescrit. Oui, au mais départ. plus souvent qu'autrement, les jeunes, les moins jeunes, ils vont prendre du Xanax dans la rue parce que ça existe. Oui, c'est un nouveau fléau. C'est vendu comme du Xanax, mais ça Xan. n'en est pas. Non, pas vraiment. En fait, le Xanax, c'est supposé être de l'alprazolam. Et là, ce qu'on voit, c'est très préoccupant, je vous le dirais. Là. Moi, je dis que la prochaine crise dont on va parler après les opioïdes, ça va être la crise des benzos. Parce que, vous savez qu'il y a des modes au niveau des drogues. Il y a une espèce de... pas communauté, mais... Il y a des rappers américains, dans le milieu du rap, beaucoup, ça a été... Ils ont comme lancé l'idée, un peu comme Snoop Dogg a fait la promotion du pot. Ben là, il y a des rappers américains qui ont commencé à faire la promotion du Xan, le Xanax. Donc, comme de quoi, c'est cool prendre ça, puis ça relaxe, puis c'est chill.
Puis il y a aussi d'autres produits comme le lean. Je sais pas si tu sais c'est quoi du lean. Non. C'est du sirop de codéine avec du dextrométhorphan dedans. Oui. C'est mauve, habituellement. Le lean, il y en a des jeunes qui calent une bouteille de lean à la récréation Dans à le but de l'école. diminuer l'anxiété? C'est ça l'objectif? Ben oui, c'est de la codéine. Le lean, c'est un autre sujet. Là. Puis aussi, une autre substance qui a été mise, qui est comme... On voit comme la promotion de ce temps-là. Là. C'est fou comment il y en a. C'est de la wax. Donc, la wax, on en a parlé quand on parlait du cannabis. Revenons au benzo. Alors, c'est ça. Il y a quelqu'un, à un moment donné, de populaire qui a dit c'est cool de prendre de la wax. Puis, pas de la wax, du Xan. Donc, c'est du Xanax. disponible. Les revendeurs de substances de drogue ont ça dans leur arsenal. De plus en plus, mais ce que vous devez savoir, au début, quand ça a commencé, le Xanax de rue, c'était de l'alprazolam. Ça sortait des pharmacies. Là, il y a des trafiquants qui se sont emparés de cette mode-là puis qui ont décidé de faire des laboratoires clandestins de benzo. Mais ils ne fabriquent pas des benzos de laboratoire. Là. Ils en ont synthétisé des nouveaux. Les drogues de synthèse, c'est ça. C'est qu'on prend une molécule, on la modifie un peu pour on a une nouvelle. Fait que là, ils ont créé, entre autres, 2 benzodiazépines qui sont bien sur la rue de ce temps-là, l'étizolam et le flubromazolam. Donc, c'est des benzos qui n'ont jamais été mis sur le marché de façon légale, mais qui existent sur le marché noir. Qui se cachent dans les comprimés de Xanax. Qui sont supposés être vendus. du Xanax. Un peu comme on a déjà dit que les faux comprimés de dilodide peuvent contenir de l'isotonitazène. Bien là, moi, je vous dis que les Xanax, si vous achetez ça sur la rue, ça ressemble à des petits trottoirs. C'est des petits bâtons blancs. Théoriquement, ils sont blancs, quand c'est des vrais. Puis c'est comme séparé en 4, il y a des petites lignes dessus pour séparer ça en 0.5. C'est pas parce qu'ils sont blancs que c'est des vrais non plus. Non. Mais moi, ce que j'ai vu, il y a une couple d'années, j'avais quelqu'un qui était venu dans mon bureau puis qui m'avait montré ce qu'elle avait acheté. Elle avait des Xanax roses, verts, bleus, jaunes et blancs. Puis elle était convaincue que c'était tous des vrais. Alors qu'il y avait peut-être les blancs qui étaient des vrais, mais ça fait déjà une couple d'années de ça. Là. Fait que il y a eu des décès aussi par arrêt respiratoire chez des jeunes. Et moi, je peux vous dire que la fois où j'ai eu le plus chaud dans un festival de musique électronique, là, c'était une surdose. Non, c'était une surdose de Xanax. OK. Elle avait pris 5 comprimés de 2 mg, une jeune fille, pour danser, puis elle avait bu de l'alcool avant. En tout cas, on a eu très chaud. Il existe un antidote pour les benzos, mais ça se donne en injection. Fait que dans un festival, commencer à installer une voie veineuse à quelqu'un, on n'en avait pas de l'antidote. Mais là, moi, je me demande, dans les prochains festivals en 2022... Si on a une infirmière avec nous, est-ce qu'on devrait avoir l'antidote des benzos? Parce qu'à l'hôpital, c'est disponible? Oui, tout à fait. Pas dans les ambulances, mais à l'hôpital. Parce que c'est beaucoup utilisé aussi pour les gens qui consomment des stimulants. Ben oui, quand ils en ont trop pris, prennent un Xanax. Trop pris, ou pour gérer la descente. Oui, gérer le crash. Gérer le crash d'après stimulant, qui peut être difficile. Tant qu'à ça, moi, je vous dirais, si vous réussissez à trouver une pilule pour un crash, prenez du Seroquel au pire. Seroquel, c'est pas dangereux, même à dose élevée. C'est pas dangereux d'arrêter de respirer. Encore faut-il avoir une prescription. Encore faut-il avoir accès à ça. Pas tout le monde, là. Puis là, il va commencer à avoir de la contrebande de Seroquel. Ouais, c'est ça. Mais on revient toujours à ça. Les drogues de rue sont difficilement... C'est ça, on sait pas ce qu'il y a là-dedans. Donc, plus souvent qu'autrement, un consommateur aguerri un peu va toujours vouloir se tourner vers la possibilité pharmaceutique qui fait le même effet que la drogue de rue, que la qualité n'est pas là. Ben oui, comme on voit avec les psychostimulants ou les opioïdes. Mais là, les benzos, je veux dire, c'est rendu de la folie. Là. C'est rendu dans les cours d'école secondaire. Je veux dire, quand moi, j'étais au secondaire, il y avait du hash, de l'acide, puis du pot. Puis ça cause une dépendance physique, rapidement. Oui. C'est ça? Dépendance physique comme l'alcool. Donc, tremblement, s'il y a des sevrages. On n'arrête pas du jour au lendemain? Non. Si quelqu'un est dépendant au benzo, faites attention, le sevrage peut être très dangereux. On parle de convulsions de sevrage, possibilité de délirium tremens. Ça, je parle des gens qui sont vraiment dépendants. Comme ma patiente, là, qui en prenait 4 mg 4 fois par jour, elle, si elle avait arrêté d'un coup sec, ça aurait pu être la catastrophe. Donc, quand est-ce que quelqu'un peut dire qu'il commence à être dépendant au benzo? Tremblement, si vous êtes en fin de dose puis vous commencez à trembler, ça peut être un symptôme de sevrage. L'anxiété, l'anxiété de rebond. Donc, les gens vont faire des crises de panique quand il en manque. Vraiment pas évident comme dépendance. Ça peut être dangereux, le sevrage. Puis la dépendance peut s'installer assez rapidement quand les gens en prennent régulièrement. Mais juste pour revenir au comprimé de rue, là, ça, c'est une autre affaire. Xanax 2 mg qui sort de la pharmacie, oui, c'est une 2. Mais si vous achetez de l'étizolam ou du flubromazolam, on n'a aucune idée quelle dose qu'il y a là-dedans. On ne sait même pas les dosages standards. C'est comme un comprimé de 2 mg, mais on ne sait pas si c'est vraiment 2 mg. Non, mais comment je te dirais?
Valium, 10 mg, c'est à peu près équivalent à Rivotril, 2 mg. Fait que tu vois que les dosages sont pas équivalents. Fait que l'étizolam, c'est quoi le dosage récréatif? C'est quoi on le sait pas. Fait que c'est vraiment... En tout cas, moi, ça m'inquiète beaucoup, les benzodiazépines. J'en prescris jamais, sauf pour des sevrages d'alcool ou de GHB. Puis moi, je pense que ça devrait pas sortir des hôpitaux ou des centres de thérapie. On ne devrait plus prescrire ça à des patients à long terme. C'est trop addictif. Et c'est un dépresseur, hein? Dépresseur du système nerveux, mais dépresseur de l'humeur aussi. Donc, si tu prends des bonnes doses de benzodiazépines à long terme, ça se peut, comme l'alcool, que tu sois un peu dépressif. Donc, tu vas combattre ton anxiété, mais tu peux devenir développer... dépressif. C'est ça, la dépression. Oui. Puis là, donc, quelqu'un qui veut arrêter, il rentre sur un programme? Oui, il faut en parler avec le médecin. Il y en a qui ont des sevrages qui se font à l'hôpital, des débuts de sevrage quand c'est trop dangereux. Sinon, ça peut se faire en externe avec quelqu'un qui est très motivé, qui est très discipliné. On peut faire ça. Comme le GHB en bas de 30 ml ou 40 ml par jour, des fois, on peut le faire en externe. Quand les gens sont bien motivés... Puis là, c'est la prise d'un médicament... remplace. C'est la prise d'un benzo pharmaceutique qui remplace le benzo qu'on a acheté. Ouais. On savait pas trop qu'est-ce qu'il y avait dedans dans la rue. C'est ça. Puis ils sont descendre tranquillement les quantités. Tranquillement. Puis ça peut durer, bon, dans le cas de ta patiente, ça a pris 8 ans, c'est pas trop encourageant. Non, bien, c'est parce qu'elle prenait des doses astronomiques, là. Mais fait qu'on peut pas donner un intervalle de temps. Pour le sevrage, c'est dur. C'est dur de dire combien de temps. Ça dépend de chaque personne, ça dépend de chaque cerveau. Ça dépend de où est-ce qu'on parle. On peut facilement parler de plusieurs semaines. Oui, plusieurs semaines, plusieurs mois peut-être. Oui. Quelqu'un qui consomme ça, il faut qu'il fasse attention à la prise d'alcool. Oui, l'alcool, le GHB, les opioïdes, tous les autres dépresseurs. Puis même, je vous dirais, mélanger... j'ai entendu un nom, un adolescent qui m'a dit ça dans mon bureau. Il y a même un nom maintenant quand tu mélanges Xan et Speed. Je pense que ça a un nom, mais je me rappelle pas le nom de rue, là. OK. Mais il y a des mélanges qui sont plus populaires que d'autres. Puis un dépresseur avec un stimulant, c'est populaire à vodka Red Bull, Speedball. Speedball, c'est de la coke avec de l'héros. Mais là, il y a même des nouveaux mélanges benzo-stimulants. Tu sais, les gens vont prendre coke, benzo. Oh. Ben, ça fait un effet stimulant et dépresseur en même temps, là. C'est comme les vodka Red Bull. Ça s'annule pas, comme tu as déjà dit. Non, là. Ça s'annule pas, ça s'additionne. Puis l'autre chose qu'on a commencé à voir dans des comprimés contrefaits, et là, attention, parce que c'est un mélange... c'est opioïde benzo. On a vu des nouveaux comprimés contrefaits, là, ça n'a pas de nom. C'est peut-être vendu comme étant du Xanax, mais il y a à l'INSPQ, là, le laboratoire de sciences judiciaires, tout ça, ils ont identifié là, des comprimés qui pouvaient contenir à la fois des benzos et des opioïdes. Et là, on est rendu... Fait que pour un jeune qui n'a pas beaucoup de tolérance, ça peut être très dangereux, même la première fois qu'il le consomme. Oui, c'est sûr. Donc, encore la recommandation, si jamais vous décidez d'essayer ça, ne faites pas ça seul. Essayez de ne pas mélanger avec d'autres dépresseurs. Ou un stimulant. Oui, et ne vous fiez pas à ce que le vendeur vous dit, parce que lui non plus, il ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans, là, à moins qu'il ait synthétisé lui-même. Puis même à ça, dans un laboratoire clandestin, les comprimés ne sont pas dosés, là, je veux dire... C'est même pire que dans le capsule de la MDMA pesée. Là. Comme les opioïdes qu'on peut avoir sous prescription, ben les cacher à la maison, les serrer comme il faut. Ben oui. Même si on n'a pas d'enfants, on peut avoir des invités qui vont à la salle de bain, les cacher comme il faut. Ça me rappelle une étude qui avait été faite, écoute, ça fait quelques années, 2013, une petite étude qui a été faite en Ontario. On sait que c'est nos voisins, donc on leur ressemble un peu là, quand même au niveau des substances. 2013, un adolescent sur 8 admettait, c'est un adolescent du secondaire, là, admettait s'être déjà gelé avec une pilule, benzo ou opioïde, dans sa vie. OK. Et dans 70 % des cas, ça venait de la pharmacie familiale. C'était même pas acheté dans la rue. Donc, grand-papa, grand-maman, un mononcle qui a une hernie qui prend du Dilaudid, une ma-tante qui prend de l'Ativan. Fait que ces comprimés-là, dans la pharmacie, là, c'est pas des antibiotiques. Cachez-les. Ouais. Parce que les ados savent très bien. C'est sûr, il faut faire de l'éducation, il faut en parler, il ne faut pas juste les cacher. Là. Puis pour quelqu'un qui a eu une problématique de dépendance, puis qui l'a combattu, mais c'est l'histoire d'une vie, hein, combattre une problématique de dépendance. C'est jamais complètement parti. Non. Voir ça à la vue peut être un élément déclencheur. Puis là, il ne verra pas, je vais prendre un comprimé. Alors que quand il s'est levé le matin, il n'avait pas le goût de consommer. C'est ça, c'est un déclencheur. Il l'a vu, c'est un déclencheur. Fait que soyez pas le déclencheur de personne. Ben, c'est comme, t'écoutes pas Trainspotting quand tu sors d'une désintox d'opioïdes. Oui, c'est ça.
puis t'écoutes pas, je sais pas, là, quel film qui a beaucoup d'alcool, Living Las Vegas, quand tu sors d'une désintox d'alcool. Non. Fait que c'est sûr que si tu t'en vas quelque part puis tu vois des pots de Rivotril qui traînent puis t'es un... Tu sais, fait que cachez-les, les médicaments. C'est moins connu. Mais la pharmacodépendance... parler avec ses enfants, faut dire la pharmacodépendance, il faut le dire, hein, ça existe. Ça existe de plus en plus. Ouais. Avec les psychostimulants, avec les benzodiazépines, avec les opioïdes, c'est de la pharmacodépendance. Donc, c'est une dépendance au même titre que les drogues illicites. Fait qu'il faut pas traiter ça... qui perdent en qualité. Ben, faut pas traiter ça autrement. C'est ça. Tu sais, ce que tu dis par rapport aux médicaments qui traînent, là, un coquille ne laissera jamais traîner un quart de coke sur la table. Quand il y a de la visite. Ben, laissez pas traîner vos bouteilles de pilules. C'est la même affaire. Il y a à peu près juste l'alcool qui passe un peu mieux parce qu'on le sait, c'est socialement prôné et tout ça. Mais même le cannabis, les gens ne laissent pas traîner leurs potes partout, là, à moins que, tu sais, s'il y a de la visite puis tout ça. Là. Fait que les femmes, très bonne remarque, là, si les gens ont des médicaments psychotropes, cachez-les. Faites juste pas oublier où vous les avez cachés. Ça, j'ai déjà vu ça, là, des gens qui cachaient leur drogue pour être sûr que personne n'y touche, puis ils se rappelaient plus où ils l'avaient mis. Là. Ça, c'est pas drôle. Bof, il y a bien d'autres histoires comme ça. Fait que Hervé est venu nous rejoindre. Allô, Hervé? Il fait sa toilette. Ben, oui. Ben, on a fait un bon petit tour. Oui. Fait que les benzos, c'est ça. C'est un sujet qui est un peu plus nouveau. Hein? Ça fait pas 20 ans qu'on parle des benzos comme des drogues de rue. Je vous dirais que les benzos de rue, ça fait... Les faux benzos, là. Les benzos illicites, ça fait 5-6 ans à peu près. Mais ça fait longtemps là, qu'ils se vendent du Rivotril, de l'Ativan et du Valium à Émilie Gamelin, là. Ça fait longtemps, là. Parce que c'est des substances pharmaceutiques qui ont de l'âge, là. Ça fait longtemps qu'on utilise ça. Oui, mais au moins, ça sortait des pharmacies. Ouais. Là, ça sort plus des pharmacies. Là. Les trafiquants ont compris. Ben oui. Quand il y a une demande, il y a une offre. Oui, puis on vit dans une société de performance. Puis c'est mal vu la vie en ville peut être un peu anxiogène aussi. Là. On est loin de la nature. Là. On est loin de notre corps, d'où on vient. Quand on grimpait aux arbres, il n'y en avait pas d'anxiété dans ce temps-là. Non, mais on n'a pas parlé de la pandémie, hein? L'impact de la pandémie sur l'anxiété. Là. Je veux dire, on est loin de nos ressources naturelles. On est loin de nos activités de base. Fait que c'est facile de prendre des pilules pour calmer l'anxiété, mais il reste le sport, il reste l'art, il reste la musique, il reste les animaux. Tu sais, il y en a d'autres sources pour calmer notre anxiété. Il y a beaucoup de gens maintenant qui font du yoga, qui font de la méditation, de la pleine conscience. Oui, puis on ne dira jamais assez, là, les psychothérapies, les thérapies, c'est pas donné aux fous. Non, mais c'est pas donné non plus. C'est pas donné, non, c'est pas donné, effectivement. C'est vraiment cher. Mais c'est pour tout le monde. Tout à fait. Si tout le monde pouvait avoir un thérapeute, mon Dieu, que le monde serait différent. Oui. Mais c'est pas accessible à tous. C'est pas accessible à tous. On l'a vu avec la pandémie. Donc, faut pas prendre pour acquis non plus que les listes d'attente sont toujours très longues. Ça vaut la peine d'essayer à son CLSC. Ça vaut la peine d'essayer dans certains organismes qui l'offrent gratuitement. Sauf si vous cherchez un médecin de famille. Attachez votre truc, ça va être long. C'est long, la liste d'attente pour le médecin de famille, c'est vrai. Moi, personnellement, j'ai mis mon nom pour avoir un médecin de famille, vraiment. Je suis médecin moi-même. J'avais pas de médecin, comme un tiers des médecins. J'ai attendu 2 ans et demi. Finalement, j'ai décidé d'aller au privé. Parce que je pouvais me le permettre. Mais les listes d'attente... C'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Les listes d'attente en psychothérapie sont moins longues que les listes d'attente pour un médecin de famille. Donc, c'est juste un petit exemple. Il y a le Centre Saint-Pierre à Montréal, par exemple. Là, le Centre de la famille aussi. Que je connais, qu'on peut les contacter. Puis, c'est un organisme qui finance en partie ses activités en louant des salles, en louant certains services. Qui ajuste en louant des salles chez eux. Fait que vous pouvez aider à financer des psychothérapies en louant des salles à cet organisme-là sur la rue Panet à Montréal. Puis si vous avez besoin de services, bien, ça vaut peut-être la peine de lâcher un petit coup de fil. Peut-être qu'il pourrait vous matcher avec un psychologue si vous en avez besoin. Oui. Si je ne m'abuse, il y a un autre centre qui s'appelle le Centre de la famille. C'est vraiment intéressant, c'est que si je me trompe de nom, je suis désolée, là, mais c'est sur Saint-Joseph et on ajuste le tarif de la psychothérapie au salaire, au revenu de la personne. Ça, c'est vraiment formidable. Puis, il y a tous les CLSC. Les CLSC, souvent, on dit « Ah, y a-tu du service? » Oui, il y a du service. En psychothérapie, entre autres. Il y a certains CLSC qui ont même une urgence psychosociale que vous pouvez vous présenter en personne en détresse, puis ils vont vous servir la journée même. Puis, vous mettez sur une liste d'attente pour une psychothérapie, vous allez finir par l'avoir. C'est pas si long. C'est pas toujours si long. C'est pas si long, c'est ça. Vous pouvez être chanceux. Ouais. Donc, super important ce que tu dis là, Dan. La psychothérapie, ça fait partie d'un processus de rémission pour tout le monde qui essaie de se sortir de la dépendance.
Puis, si vous n'avez pas accès, on le répète, là, alcoolique anonyme, narcotique anonyme, cocaïnome anonyme. Et pharmacodépendant anonyme, je crois que ça existe aussi. Mais en tout cas, il pourrait peut-être y avoir benzo anonyme un jour. Là. C'est pas narcotique anonyme. Ça peut être narcotique anonyme aussi. Narcotique anonyme, je pense. Oui, mais il devrait y avoir pharmacodépendant anonyme aussi. Narcotique anonyme, à la base, c'était plus les opiomanes. De toute façon, la substance a peu d'importance. C'est toute substance. On va dans le groupe dans lequel on se sent bien, puis c'est la substance, c'est la tienne personnelle. Oui, à la limite, tu n'es même pas obligé de la nommer. Non. C'est ça, c'est vraiment l'effet de groupe là, ça a été reconnu qu'échanger, donc des personnes qui échangent entre eux sur le même problème, c'est thérapeutique. C'est ça. Donc, nous, je pense qu'on a bien échangé sur les benzos. Ben oui, merci Doc. Ben, merci Dan. Puis, on va vous dire à la semaine prochaine. Puis, avant de partir, on remercie, comme à chaque semaine, notre réalisateur, Martin Bennett, de Studio Locaux, qui nous réalise ça de main de maître, et notre François Richardot, qui met en ondes nos podcasts sur les différentes plateformes, qui nous permet d'apparaître sur vos écrans. Alors, bonne semaine! À la prochaine! Bonne semaine tout le monde! À bientôt!